Madame, veuillez reculer. Cette entrée est réservée au personnel autorisé. La voix sèche de l'agent de sécurité claqua comme un fouet dans l'air glacé du matin. Je me suis figé, surprise. Devant moi, l'imposant bâtiment du tribunal de grande instance de Paris s'élevait, froid et majestueux. Sous mon manteau de laine sombre, je sentais le badge officiel de ministre glisser légèrement contre mon écharpe en soie. Je me suis raclé la gorge, doucement, pour dissiper le malaise. Je suis attendu. J'ai une réunion avec le président du tribunal, ai-je expliqué, poliment. L'agent haussa les sourcils, l'air franchement sceptique. Vous êtes là pourquoi exactement? Femme de ménage? Service d'entretien? Derrière lui, quelques magistrats blancs, cravatés, impeccables passaient sans même ralentir, un simple geste de tête leur ouvrait les portes. Personne ne leur demandait rien. Personne ne doutait de leur légitimité. Mais moi, on me questionnait. Ma peau était mon seul passeport aux yeux de cet homme. Et visiblement, il n'était pas suffisant. Je sentis une brûlure au creux de mon estomac. Un mélange de rage froide et de tristesse résignée. Je pourrais lui hurler mon nom. Je pourrais sortir mon badge, le brandir devant son visage étonné. Mais je savais mieux. Je savais que dans ce pays, même lorsqu'on monte au sommet, on reste parfois invisible. Surtout lorsque votre peau dérange. Derrière moi, des flashs crépitaient. Des journalistes, venus couvrir l'audience historique à laquelle j'étais convié, s'amassaient à distance. Je voyais leurs regards confus. Pourquoi cette femme noire, debout, empêchée d'entrer, alors que d'autres passaient? Un autre agent s'approcha. Il y a un problème? Le premier, celui qui m'avait arrêté, grogna. Elle prétend avoir un rendez-vous avec le président. Le second me dévisagea, l'air perplexe. Vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit, madame? Cette fois, je pris une profonde inspiration. Je sortis lentement mon badge officiel du gouvernement, que je tendis avec calme, sans un mot. Le silence tomba comme une chape de plomb. Le second agent pâlit. Ses mains tremblaient en tenant la carte. Son regard passait de mon visage à mon titre. Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'égalité et de la justice. Il ouvrit la bouche, la referma. Le premier agent, lui, devint cramoisi. Je suis désolé, madame la ministre, bafouilla-t-il. Je rangeai lentement mon badge. Puis je les regardai droit dans les yeux. La vraie question n'est pas de savoir qui je suis. La vraie question est, pourquoi avez-vous présumé que je n'avais rien à faire ici? Ils n'ont pas répondu. Ils ne le pouvaient pas. La vérité, nue et honteuse, flottait entre nous. Lorsque je franchis enfin les portes du tribunal, le poids de ce moment s'accrocha à mes épaules comme un manteau de plomb. Et je savais, alors, que ce qui venait de se passer n'était pas une simple erreur. C'était un symptôme. Un symptôme d'un mal plus profond que n'importe quelle injustice judiciaire. Le refus même de voir certains citoyens comme dignes d'être là. Ce jour-là, je ne suis pas entré seul dans ce tribunal. Je suis entré avec des siècles d'exclusion, de mépris et de luttes invisibles. Et je savais que je le veuille ou non, ce matin deviendrait bien plus qu'un incident isolé. Il deviendrait un combat. Un combat que je n'avais pas choisi. Mais un combat que je ne fuirais pas. À peine avais-je franchi les portes du tribunal que mon téléphone vibrait frénétiquement dans ma poche. Je l'ignorais un instant. J'avais besoin de quelques secondes de calme, de silence, pour retrouver mon souffle, pour ranger cette humiliation dans un tiroir intérieur que je connaissais trop bien. Mais le bourdonnement insistant me ramena à la réalité. J'attrapai discrètement l'appareil. Une avalanche de notifications. Flash info, une ministre empêchée d'entrer dans un tribunal à Paris. Vidéo choc, une ministre noire arrêtée par des agents de sécurité. Des extraits circulaient déjà. Les images me montraient, debout, immobile, badge à la main, tandis que l'agent me bloquait l'accès. Ma poitrine se serra. Ce n'était plus un incident isolé. C'était devenu un symbole. À l'intérieur de la grande salle d'audience, les débats venaient à peine de commencer. Les juges, en robe noire, les avocats alignés sur leurs bancs, tous jetaient des regards discrets dans ma direction. Ils savaient. Tout le monde savait. Et dans l'air planait une tension étrange. Un mélange de gêne, de peur, et peut-être, pour certains, une onde silencieuse. À la pause,
Alors que je m'éloignais pour prendre un café, mon chef de cabinet, Léa, me rattrapa en courant. « Madame la ministre, il faut que vous voyiez ça. » Elle tendit son téléphone. Un hashtag explosait sur Twitter. Justice pour tout. Sous ce mot d'ordre, des milliers de personnes partageaient leurs propres expériences de discrimination dans des lieux publics, dans des institutions supposées neutres. Des photos, des récits poignants, des larmes virtuelles. Je serrais les dents. Ce que j'avais vécu n'était qu'un reflet d'une douleur bien plus vaste. Et désormais, il n'était plus question de fermer les yeux. Le reste de la journée fut un tourbillon. Des journalistes tentaient d'obtenir des commentaires. Des caméras m'attendaient à chaque sortie du tribunal. Des collègues ministres m'appelaient, certains avec compassion, d'autres avec une prudente distance. « Restez discrète », conseilla un sénateur influent au téléphone, « cela va s'éteindre tout seul. » Je raccrochai sans répondre. S'éteindre ? Comment pouvait-on éteindre une blessure qu'on refusait de reconnaître ? Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais assise dans mon salon, face aux lumières tamisées de Paris, le téléphone vibrant sans cesse. Des soutiens affluaient. Associations de droits humains. Avocats engagés. Figures publiques. Mais aussi, discrètement, des menaces voilées. Des messages anonymes me conseillant de ne pas salir l'image de la République. Des insinuations sur ma capacité de discernement. La vieille mécanique s'était mise en route. Minimiser. Blâmer. Faire taire. Au petit matin, je décidai. Je ne resterai pas silencieuse. Pas cette fois. Lors d'une interview en direct sur France 2, le journaliste, un homme au regard rusé, tenta de m'amener sur un terrain glissant. « Madame la ministre, ne pensez-vous pas que cet incident a été exagéré par les médias ?» Je pris une inspiration lente. « Ce n'est pas l'incident en lui-même qui est choquant, dis-je calmement, c'est ce qu'il révèle. » Il arqua un sourcil. « Et que révèle-t-il, selon vous ?» Je le fixai droit dans les yeux. Que même au sommet, même avec des titres, des médailles, des fonctions, une femme noire en France doit encore prouver qu'elle a le droit d'être là. Un silence lourd s'abattit sur le plateau. Puis, doucement, des applaudissements éclatèrent parmi le public. Je ne souris pas. Ce n'était pas une victoire. C'était un premier pas dans un chemin douloureux. En sortant du studio, mon téléphone sonna. C'était le président lui-même. Je décrochai, le cœur battant. « Nous devons nous voir », dit-il simplement. Pas de félicitations, pas de « je suis désolé ». Seulement un ordre. Je compris alors que cette affaire avait dépassé les simples sphères médiatiques. Elle devenait politique. Elle devenait dangereuse. La réunion eut lieu dans un salon discret de l'Élysée. Pas d'étiquette, pas de caméra. Juste moi, le président, et 2 conseillers. Il me regarda longtemps avant de parler. « Vous avez créé une onde de choc », dit-il enfin. « Je n'ai rien créé », répondis-je. « J'ai simplement existé. » Il fronça les sourcils. « Vous savez comme moi que dans cette République, certaines vérités sont difficiles à entendre. Alors peut-être est-il temps qu'on les écoute. » Son visage resta impassible. « Faites attention », conclut-il simplement. « Ce que vous représentez est précieux. Mais aussi, inflammable. » Je compris l'avertissement sous ces mots. Ne pas trop parler. Ne pas trop déranger. Rester un symbole joli mais silencieux. Je quittai l'Élysée le cœur lourd. Dehors, la ville brillait sous les lampadaires. Mais moi, je sentais l'orage approcher. Un orage que ni les menaces, ni les promesses ne pourraient empêcher. Parce que ce combat, maintenant, ne m'appartenait plus seulement à moi. Il appartenait à tous ceux et celles que l'on avait empêchés de passer les portes. Il appartenait à tous les invisibles. Et ils étaient nombreux. Beaucoup plus nombreux que ceux que la République avait jamais osé admettre. Les premiers jours après l'incident furent une déferlante de soutien public. Les manifestations devant le tribunal s'étaient multipliées. Des pétitions circulaient, réclamant des mesures concrètes contre les discriminations institutionnelles. Je recevais des lettres d'élèves de banlieue, de retraités, de jeunes avocats. Des mots simples, parfois maladroits, mais toujours remplis d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que ma voix portait au-delà des murs feutrés du pouvoir. Mais je savais aussi que ce genre de vague, tôt ou tard, rencontre des récifs. Et les récifs arrivèrent.
Un matin, alors que je buvais mon café dans la cuisine baignée de lumière, Linda, ma chef de cabinet, surgit, le visage blême. « Ils ont lancé l'attaque », dit-elle d'une voix blanche. Je fronçai les sourcils. Elle posa brutalement un exemplaire du Figaro devant moi. À la une. Ministre sous pression, entre victimisation et ambition cachée. Sous le titre, une photo mal choisie, moi, en train de parler, les traits tirés, les mains levées, comme figés dans un geste d'accusation. Je parcourus rapidement l'article. Il insinuait que j'avais surfé sur l'incident pour faire avancer des ambitions politiques personnelles. Il évoquait anonymement des voix dans l'administration qui critiquaient mon tempérament difficile. Il glissait subtilement des remarques sur la difficulté de maintenir l'objectivité émotionnelle lorsqu'on est directement concerné par certaines causes. Je reposais lentement le journal. Ils n'attaquaient pas ce que j'avais dit. Ils attaquaient qui j'étais. Mon caractère. Mon humanité. Mon existence même comme femme noire dans les hautes sphères. Linda posa une main sur mon bras. « C'est le début, dit-elle doucement. Ils vont essayer de t'isoler. De te décrédibiliser. » Je hochai la tête. Je connaissais ce jeu. Je savais comment les puissants opèrent. Pas par confrontation directe, mais par érosion lente. Ils ne vous abattent pas d'un coup. Ils vous grignotent, petit à petit, jusqu'à ce que vous vous écrouliez seul. Dans les jours qui suivirent, les attaques se multiplièrent. Des chroniqueurs conservateurs multipliaient les éditos assassins. Elle divise la République. Elle victimise son statut. Elle oublie l'universalité des valeurs françaises. Certains de mes collègues prenaient leur distance. Des invitations disparaissaient mystérieusement de mon agenda. Des regards évités dans les couloirs ministériels. Des silences pesant autour de la table du conseil. Je devenais progressivement toxique à leurs yeux. Pas parce que j'avais menti, mais parce que j'avais osé déranger. À la maison, ma famille sentait aussi la pression. Ma mère m'appela un soir, la voix tremblante. « Ma fille, fais attention. Ils n'aiment pas quand on leur montre ce qu'ils refusent de voir. » Je lui promis que je serais prudente. Même si, au fond de moi, je savais que la prudence ne suffirait pas. Quand vous tenez un miroir devant ceux qui refusent leur reflet, ils essaient toujours de briser le miroir. Puis vinrent les attaques personnelles. Des sources anonymes divulguèrent aux médias que, durant mes études, j'avais participé à des associations trop militantes. Ils exhumèrent de vieux tweets, sortis de leur contexte, pour me faire passer pour radical. On tenta même d'impliquer mon frère cadet, accusé sans preuve d'avoir bénéficié de favoritisme administratif. Chaque jour, une nouvelle flèche. Chaque matin, une nouvelle cicatrice à encaisser. Linda me proposa de contre-attaquer publiquement. Une conférence de presse. Démentir. Menacer de poursuite. Je refusai. Si je réponds à chaque attaque, je perds le contrôle de mon récit, dis-je. Elle fronça les sourcils. Et si tu te tais, ils construisent ton image à ta place. Je me tus. Elle avait raison. Mais je sentais que ce combat ne se gagnerait pas dans l'arène habituelle. Je devais trouver une autre voie. Une nuit, incapable de dormir, je descendis dans mon bureau. Je feuilletai un vieux carnet de notes que je gardais depuis mes débuts en politique. Entre les pages jaunies, je retrouvai une phrase que j'avais écrite, des années auparavant. Ils ne te pardonneront jamais d'exister à des hauteurs qu'ils réservent aux leurs. Alors vis encore plus haut. Je refermai le carnet. Et je compris ce que je devais faire. Ne pas seulement survivre à l'attaque, mais l'utiliser pour aller plus loin. Plus haut. Le lendemain, j'organisai une réunion avec mon équipe la plus fidèle. On va changer de stratégie, annonçai-je. Ils levèrent les yeux, surpris. Nous n'allons pas jouer sur leur terrain. Nous allons imposer le nôtre. Silence attentif. Je veux une tournée nationale. Rencontrer les citoyens, les associations, les jeunes. Je veux porter ce combat hors des salons dorés. Là où il est né, dans les rues, les écoles, les tribunaux de province. Linda sourit, pour la première fois depuis des jours. Sarah, ma conseillère presse, applaudit doucement. Je sentis l'énergie revenir. Pas celle de la colère. Pas celle de la revanche. Non. Celle de l'espérance active.
Ce soir-là, en quittant mon bureau, je levai les yeux vers le ciel de Paris. Les étoiles étaient cachées par les nuages. Mais je savais qu'elles étaient là. Invisibles, oui. Mais présentes. Solides. Comme tous ceux pour qui je me battais. Comme moi. La première étape de la tournée fut la banlieue nord de Paris. Pas de tapis rouge, pas de caméras officielles. Juste des rues grises, des immeubles usés par le temps, et des regards curieux derrière les fenêtres. Je descendis de la voiture, escorté seulement par 2 agents discrets. Pas de discours préparé. Pas de protocole. Juste moi. Et eux. Des mères tenant leurs enfants par la main. Des jeunes au regard durci par l'habitude du rejet. Des anciens, fatigués mais encore debout. Je serrais des mains. Je écoutais des histoires. Un jeune homme, à peine 20 ans, s'approcha. Vous savez, madame, ici, on apprend très tôt que même si on est français, on n'est jamais vraiment chez soi. Je soutins son regard. Que pouvais-je répondre? Je savais qu'il disait vrai. Au centre social improvisé pour la réunion, la petite salle était pleine à craquer. Pas de journalistes. Pas de projecteurs. Juste des voix. Par dizaines. Des récits d'humiliation dans les tribunaux. De contrôles abusifs à l'entrée des bâtiments publics. De dossiers mystérieusement égarés lorsque l'on porte un nom à consonance africaine ou maghrébine. Je prenais des notes. Pas pour les discours futurs. Pour ne pas oublier. Pour ne jamais oublier que, derrière chaque statistique, il y a une vie brisée. Un rêve étouffé. Un droit bafoué. À la fin de la réunion, une femme âgée s'approcha. Ses mains, marquées par le travail, tremblaient légèrement. Elle me tendit une photo jaunie. « C'est mon fils », murmura-t-elle. Ils l'ont expulsé d'une audience parce qu'ils pensaient qu'il était un perturbateur. Il portait un costume, mais sa peau parlait plus fort que ses vêtements. Je pris la photo avec une infinie précaution. Un jeune homme au sourire éclatant me fixait. Je sentis un nœud se former dans ma gorge. Je relevai les yeux. « Merci », dis-je simplement. Elle hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues ridées. Ce soir-là, dans la chambre d'hôtel modeste où nous logions, je relus toutes mes notes. Des dizaines de témoignages. Tous différents. Tous terriblement similaires. Linda frappa doucement à ma porte. « Ça va ?» demanda-t-elle. Je souris faiblement. « Ça va. » Mais parfois, je me demande, sommes-nous vraiment prêts, comme société, à nous regarder en face? Linda s'assit en face de moi. « Peut-être pas encore, dit-elle. Mais toi, tu leur tends ce miroir. Même s'ils le détestent. » Je regardai par la fenêtre. La nuit de banlieue, silencieuse et lourde. Et je jurai, intérieurement, de ne jamais laisser ce miroir tomber. Les étapes suivantes furent similaires, mais à chaque fois, plus grandes. À Lyon, la salle communautaire débordait tellement qu'on avait dû installer des haut-parleurs dehors. À Marseille, un collectif d'avocats progressistes m'accueillit avec des dossiers remplis de plaintes jamais traitées. À Bordeaux, des étudiants m'attendirent sous la pluie pour entendre quelques mots. Le mouvement grandissait. Pas autour de moi. Autour de ce que je représentais. Une exigence de justice. De reconnaissance. D'égalité réelle. Mais la vague montante attira aussi l'attention des anciens pouvoirs. À Paris, dans les couloirs du ministère, le ton changea. Des regards autrefois respectueux devenaient froids. Des sourires devenaient crispés. Un conseiller du président me convoqua dans un bureau anonyme. Il parlait bas, les rideaux tirés. « Votre tournée est mal perçue dans certains cercles, dit-il. »« Quel cercle ?» demandai-je, bien que je connaissais la réponse. « Ceux qui tiennent encore la République par ses fondations invisibles. » Je le fixai. Je ne fais que parler avec des citoyens. Il sourit, un sourire triste. C'est précisément ça, le problème. En sortant de cette réunion, je compris. Plus je donnais la parole à ceux qu'on n'écoutait jamais, plus je devenais dangereuse pour ceux qui vivaient du silence des autres. Et je savais ce que cela signifiait. Que les attaques allaient devenir plus sournoises. Que les pressions allaient s'intensifier. Mais je savais aussi que reculer maintenant serait une trahison. Pas seulement envers moi-même. Envers eux. Tous ceux qui,
pour la première fois de leur vie, osaient espérer être vus autrement qu'à travers la peur ou le mépris. Un soir, après une réunion intense à Rouen, je reçus un message anonyme sur mon téléphone. Si tu continues, tu détruiras ta carrière. On t'a laissé entrer. Mais tu n'oublieras jamais ta place. Je restai longtemps à regarder l'écran lumineux dans la nuit noire. Puis je l'éteignis. Et je souris. Ils avaient raison sur une chose. Je n'oublierai jamais ma place. Mais pas celle qu'ils voulaient me rappeler. Non. Ma vraie place. Celle que je choisirai moi-même. Debout, libre et visible. Pour moi. Pour eux. Pour tous ceux qui avaient été invisibles trop longtemps. Le lendemain de Rouen, tout bascula. Le simple message anonyme de la veille n'était qu'un prélude. Au matin, en allumant mon téléphone, je découvris une avalanche de menaces. Messages vocaux. Courriels. Lettres laissées sous la porte de mon bureau. Certaines anonymes. D'autres signées de pseudonymes grotesques. Mais toutes portaient la même signature invisible, la peur. Tu crois que tu peux changer le système, petite prétentieuse? Rentre chez toi avant qu'il ne soit trop tard. On sait où tu habites. Linda trouva l'une des lettres dans sa propre boîte aux lettres. Même Sarah, ma responsable presse, reçut un SMS. Protégez-vous, ou vous tomberez avec elle. Nous convoquâmes immédiatement une réunion de crise. À la table, moi, Linda, Sarah, 2 officiers de sécurité. Il faut suspendre la tournée, dit l'un d'eux, les mâchoires serrées. Nous ne pouvons pas garantir votre sécurité. Je croisai le regard de Linda. Elle savait ce que je m'apprêtais à dire. Je pris une inspiration lente. Non. Justement parce qu'ils veulent que je m'arrête, je dois continuer. Les agents échangèrent un regard inquiet. Dans ce cas, Madame la ministre, il faudra renforcer la protection. Discrète, mais présente. J'acquiesçai. Je n'étais pas naïve. Je savais que défier l'ordre établi avait toujours un prix. Mais je savais aussi que céder serait perdre bien plus que ma carrière. Ce serait perdre le respect de ceux qui croyaient encore. En parallèle, la vague de soutien grossissait. Des professeurs d'université publiaient des tribunes. Non, Madame la ministre n'est pas seule. Des artistes, des écrivains, des médecins lançaient un appel public à soutenir ma démarche. Les visages de la France oubliée, méprisés, muselés, se levaient peu à peu. C'était plus grand que moi. Plus grand que ce que j'avais imaginé. C'était devenu un mouvement. Un après-midi, alors que je terminais un entretien discret avec un groupe de jeunes avocats militants, Linda entra précipitamment. Elle avait ce regard que je connaissais bien, mélange d'excitation et de gravité. « Il faut que vous voyiez ça », dit-elle, tendant sa tablette. Un collectif citoyen indépendant avait lancé une initiative. Ils organisaient un rassemblement public devant l'Assemblée nationale. Pas une marche de colère. Une marche de dignité. Pacifique. Silencieuse. Une marée humaine annoncée. Déjà, plus de 50 000 personnes avaient confirmé leur venue. Je restais figé. Linda sourit doucement. Ils veulent que vous parliez. Je sentis un frisson me parcourir. Parler, oui. Mais à cette échelle? Avec cette tension dans l'air, ces regards braqués sur moi? Je savais que chaque mot serait scruté, manipulé, déformé. Mais je savais aussi qu'on ne me pardonnerait pas de me taire. Le silence serait une trahison. Pas seulement envers eux. Envers moi-même. La nuit précédant le rassemblement, je ne dormis pas. Assise à mon bureau, entouré de feuilles vides, j'essayais de trouver les mots justes. Pas un discours politique. Pas un sermon. Quelque chose de vrai. De brut. Quelque chose qui viendrait du cœur. Finalement, à l'aube, je pris une simple feuille et j'écrivis 4 phrases. 4 phrases qui brûlaient en moi depuis longtemps. Je les pliai soigneusement et les glissai dans ma poche. Le jour arriva. Paris vibrait d'une tension électrique. Les rues, bloquées par des vagues de manifestants calmes. Des drapeaux tricolores, tenus par des mains de toutes les couleurs. Des pancartes faites maison. Liberté pour tous. On ne se taira plus. Nous sommes visibles. Je montai sur la petite estrade installée devant l'Assemblée. Devant moi, une mer humaine.
Visage jeune, vieux, fatigué, révolté, espérant. Je pris le micro. Un silence absolu s'abattit. On aurait entendu une mouche voler. Je sortis ma feuille. Je la dépliai. Et je lus, d'une voix ferme. Je suis là. Nous sommes là. Nous n'avons plus peur. Nous ne redeviendrons jamais invisibles. Un battement. Puis un rugissement. Un cri immense. Un cri qui ne venait pas de la colère. Un cri qui venait de l'âme. Un cri de renaissance. De dignité retrouvée. Je restai debout, les larmes aux yeux, regardant cette foule immense. Et je compris quelque chose d'essentiel. Ce combat n'était pas seulement contre le racisme. Ce n'était pas seulement contre les humiliations, les exclusions. C'était un combat pour l'existence même. Pour le droit d'être vu. D'être respecté. D'être entier. Sans se justifier. Sans se cacher. Après le rassemblement, dans la voiture blindée qui me ramenait au ministère, je regardais Paris défiler par la fenêtre. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur. Il pouvait salir mon nom. Il pouvait menacer. Il pouvait essayer de me faire tomber. Mais il ne pouvait plus me rendre invisible. Jamais plus. Le rassemblement devant l'Assemblée avait fait l'effet d'un séisme. Les médias du monde entier en parlaient. Une ministre noire galvanise Paris. La France confrontée à son propre reflet. Quand la République ne peut plus détourner le regard. Mais dans les hautes sphères du pouvoir, la réaction fut tout autre. Le silence tendu des premiers jours se transforma en hostilité ouverte. Dès le lundi suivant, les premières attaques politiques tombèrent comme des couperets. Des sénateurs de l'opposition exigèrent ma démission, m'accusant d'avoir politisé la justice, de diviser les Français. Même certains membres de ma propre majorité, qui m'avaient autrefois salué dans les couloirs, prirent leur distance. Elle est devenue incontrôlable, souffléons dans les salons dorés. Elle met en danger l'équilibre de la République. Les journaux conservateurs publiaient éditorial sur éditorial. Une ministre trop engagée pour rester impartiale. Une militante sous costume gouvernemental. Certains alliés d'hier se détournaient, honteux, peureux. D'autres me trahissaient ouvertement, pour sauver leur position. Un soir, alors que je travaillais tard dans mon bureau, Linda entra sans frapper. Elle tenait un dossier mince. Son visage était grave. « Le président va te demander de démissionner demain », murmura-t-elle. Je levai les yeux. « Officiellement ?» Elle secoua la tête. « Non. Il t'enverra un émissaire. Il te proposera une sortie honorable. Une mission à l'étranger, une décoration. Mais tu devras partir. » Je m'appuyai contre le dossier en cuir de mon fauteuil. Je l'avais su. Depuis le début, je savais que ce combat avait un prix. Et que le pouvoir ne pardonne pas à ceux qui le forcent à se regarder dans un miroir. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je marchais seul dans les rues silencieuses de Paris. Sous les réverbères, je repensais à chaque visage vu pendant ma tournée. Chaque main serrée. Chaque histoire racontée à voix basse. Chaque regard où brillait une lueur d'espoir. Partir maintenant, c'était les trahir. Me trahir. Taire à nouveau tout ce qui devait être dit. Je savais ce que la logique politique commandait. Accepter. Disparaître élégamment. Laisser retomber la poussière. Mais il y avait une autre voix en moi. Plus ancienne. Plus tenace. Celle qui avait survécu aux humiliations. Celle qui avait résisté au silence. Celle qui, depuis l'enfance, refusait de croire que je devais m'excuser d'exister. Je m'arrêtai sous un vieux platane. Je levai les yeux vers les étoiles invisibles. Et je sus ce que je devais faire. Le lendemain, à 10 heures précises, l'émissaire arriva. Un conseiller du président, costume gris impeccable, sourire professionnel. Il m'attendait dans une salle neutre, impersonnelle. Quand j'entrai, il se leva. « Madame la ministre », dit-il avec un hochement de tête poli. « Le président vous exprime toute son estime. Il comprend la difficulté de votre position. Et il souhaite vous proposer une sortie digne, à la hauteur de votre engagement. » Il me tendit un document. Je ne le pris pas. Je le regardai, calmement. Puis, d'une voix posée, je répondis. « Dites au président que je décline son offre.
Je ne partirai pas. Le conseiller tressaillit légèrement. Ce n'est pas dans votre intérêt, murmura-t-il. Je souris doucement. Peut-être pas dans le leur non plus. Je me levai. Ce n'est pas moi qui dois partir. Ce sont les pratiques que j'ai dénoncées. Il me regarda, incapable de répondre. Je sortis sans me retourner. Ce même après-midi, je convoquai une conférence de presse. Pas dans une grande salle officielle. Pas sous les ors de la République. Sur une petite place, au milieu des citoyens. Pas de podium luxueux. Juste un micro. Et ma voix. Devant moi, des centaines de visages familiers. Ceux qui avaient marché. Ceux qui avaient espéré. Je parlais sans papier. Sans notes. On m'a demandé de me taire. On m'a proposé des honneurs pour acheter mon silence. On a tenté de faire de moi une exception bien élevée. Mais je ne suis pas une exception. Je suis l'écho de millions de voix qu'on a voulu ignorer. Je laissais passer un instant. Je ne partirai pas. Parce que si je pars, qui restera pour dire que nous existons? Les applaudissements éclatèrent, puissants, vibrants. Je sentis des larmes monter à mes yeux. Mais je ne pleurais pas. Je restais debout. Inflexible. Visible. Et libre. Les jours suivants furent un tourbillon. Partout en France, des rassemblements spontanés éclatèrent. Pas de violence. Pas de colère aveugle. Seulement des foules déterminées, venues réclamer leur place à la table de la République. À Lille, Toulouse, Marseille, Bordeaux, des milliers de voix s'élevaient, exigeant plus qu'un simple changement de façade. Elles réclamaient une transformation profonde. La mienne n'était qu'une parmi tant d'autres, mais pour la première fois, elles étaient écoutées. Dans les médias, la pression devint impossible à ignorer. Des chaînes d'information en continu diffusaient en boucle des images de places débordant de manifestants. Des intellectuels prenaient position. Des artistes, des médecins, des enseignants s'engageaient publiquement. Même certains élus, jusque-là silencieux, se ralliaient. On parlait d'une seconde marche pour l'égalité, 30 ans après la première. Mais cette fois, il ne s'agissait plus seulement de marcher. Il s'agissait de réclamer, d'occuper l'espace, de s'ancrer définitivement. Pendant ce temps, au sein du gouvernement, les lignes bougeaient. La tentative d'étouffer l'affaire avait échoué. Trop de regards braqués. Trop de vérités exposées. Certains ministres murmuraient déjà dans les couloirs. Peut-être faut-il négocier avec elle. Peut-être avons-nous mal évalué la profondeur de la blessure. Mais d'autres, crispés, s'accrochaient encore. Elle nous entraîne dans une spirale incontrôlable. Il faut mettre un terme à cette exposition avant que tout explose. La République vacillait entre deux réflexes, réprimer ou réformer. Et moi, au centre de la tempête, je tenais bon. Un soir, alors que j'achevais une rencontre discrète avec un collectif d'étudiants à Lyon, Linda m'apporta une information cruciale. Demain, une délégation citoyenne va remettre une pétition au Parlement, annonça-t-elle. Combien de signatures? Demandai-je. Elle sourit. Plus d'1 million. Je restai silencieuse un instant, submergé par le poids de ce chiffre. Ce n'était plus un simple mouvement de soutien. C'était une lame de fond. Un appel que nul pouvoir, aussi sourd soit-il, ne pourrait ignorer. À Paris, la veille de la remise de la pétition, l'atmosphère était électrique. La place de la République était noire de monde. Je montais sur une estrade improvisée, entouré de figures que je n'aurais jamais pensé voir rassemblées. Des chefs religieux. Des syndicats étudiants. Des artistes célèbres. Des simples citoyens. Tous unis par une même idée. Le droit d'être reconnu pleinement, sans condition. Je pris la parole, sans note. Pas de slogan, pas de formule vide. Seulement la vérité. Ce combat n'est pas seulement pour ceux qu'on voit. C'est pour tous ceux que la République prétend ne pas voir. Les applaudissements furent longs et francs. Pas des cris déchirants, pas des hurlements de rage. Juste une onde, forte et calme, qui traversa la foule. Un écho silencieux, mais inarrêtable. Le lendemain matin, nous marchâmes ensemble vers l'Assemblée nationale. Pas de heurts. Pas de provocation. Juste une détermination tranquille. Les rues étaient bordées de passants qui applaudissaient, certains en pleurant. Je sentais, à chaque pas,
que quelque chose changeait. Pas seulement pour moi. Pas seulement pour ceux qui avaient marché. Pour le pays tout entier. Devant les grilles du Parlement, la délégation remit la pétition officielle. Je regardais les visages fatigués mais lumineux des citoyens autour de moi. Ils n'étaient plus invisibles. Ils n'étaient plus seuls. Et moi non plus. Ce soir-là, dans mon bureau, alors que je triais des messages de soutien, Linda entra, haletante. « Le président veut vous rencontrer demain matin », annonça-t-elle. Je hochai la tête. Il était temps. Temps de leur rappeler que la France n'était pas construite sur le silence, mais sur le courage. Sur le refus de l'injustice. Sur la volonté de construire quelque chose de plus grand que la peur. Avant de quitter mon bureau pour la nuit, je relus un message laissé par une collégienne de banlieue, écrit à la main. Merci. Parce qu'en te voyant, on sait qu'on existe. Je refermai doucement la lettre. Et dans la nuit parisienne, je compris que peu importait ce que demain apporterait. Le chemin avait été tracé. Et rien, désormais, ne pourrait l'effacer. Le matin de la rencontre, le ciel de Paris était bas et lourd. J'entrai dans l'Élysée sans escorte cérémonielle, seulement accompagné de Linda. Le long couloir menant au bureau présidentiel semblait plus froid que jamais. Au bout, une porte massive. 2 gardes, impassibles. Un hochement de tête. Puis la porte s'ouvrit. Le président m'attendait, seul. Pas de conseiller. Pas de témoin. Seulement lui. Et moi. Il ne se leva pas pour m'accueillir. Il m'indiqua un fauteuil d'un geste sec. Je m'assis calmement. Il me fixa longuement, comme s'il cherchait encore à comprendre ce que j'étais devenu. Ou plutôt ce que je refusais de cesser d'être. Enfin, il parla. Vous avez provoqué une crise. Sa voix était posée, glaciale. Je soutins son regard. J'ai révélé une vérité, rectifiai-je. Il secoua légèrement la tête. Les vérités sont des armes à double tranchant. Vous avez donné des arguments à ceux qui veulent fracturer notre société. Je ne répondis pas tout de suite. Je laissai le silence peser. Puis, d'une voix ferme. Ce n'est pas moi qui fracture la société. Ce sont ceux qui refusent de la regarder en face. Il soupira, se renversa dans son fauteuil. Que voulez-vous? Je pris une inspiration. Rien pour moi, répondis-je. Mais tout pour ceux qu'on refuse de voir. Une réforme profonde. Un audit sur les discriminations systémiques dans l'appareil judiciaire. Un plan d'action réel, avec des résultats vérifiables. Et surtout, des engagements publics. Il ferma les yeux un instant, comme si le poids du monde s'abattait sur lui. Puis il dit simplement. C'est politiquement suicidaire. Je souris. Ce qui est suicidaire, c'est de continuer à ignorer que la République ne tient plus que par les mots. La réunion dura 2 heures. Une lutte feutrée, sans cris, sans éclat. Un bras de fer entre 2 visions de la France. À la fin, il me tendit la main. Je la serrai. Pas par courtoisie. Par défi. En sortant de l'Élysée, Linda m'attendait, le visage tendu. Alors? Je haussai les épaules. Ils plieront. Pas parce qu'ils le veulent. Parce qu'ils n'auront plus le choix. Elle sourit. Un sourire fatigué, mais sincère. La semaine suivante, sous la pression populaire et internationale, le gouvernement annonça officiellement la création d'une commission indépendante sur les discriminations institutionnelles. Un plan national de lutte contre le racisme systémique dans la justice et l'administration. L'adoption d'un projet de loi protégeant les lanceurs d'alerte dans les institutions publiques. Ce n'était pas parfait. Ce n'était qu'un début. Mais c'était un pas. Un pas que nul n'avait osé faire depuis des décennies. Quand les annonces furent faites, je me retirai discrètement. Pas de conférence triomphale. Pas de long discours. Je n'avais jamais cherché la lumière. Seulement la justice. Un soir, en marchant seul le long des quais de la Seine, je repensais à tout ce chemin parcouru. Aux humiliations. Aux menaces. Aux peurs. Mais aussi aux sourires. Aux étreintes. Aux regards brillants de ceux qui savaient, enfin, qu'ils comptaient. Et je sus que, même si demain tout devait s'effondrer, rien ni personne ne pourrait jamais nous reprendre ce que nous avions conquis. Le droit d'exister.
Le droit d'être vu. Le droit de rester debout. Je levai les yeux vers le ciel nocturne. Cette fois, les étoiles étaient là. Claires. Nombreuses. Et, pour la première fois depuis longtemps, elles semblaient briller pour nous. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une femme. C'est celle de tous ceux qui, un jour, ont refusé de baisser la tête. De tous ceux qui, malgré le poids du silence, ont choisi de parler. De tous ceux qui savent que la véritable victoire, ce n'est pas d'être accepté, mais de se tenir debout, fièrement, contre vent et marée. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits de courage, de lutte et d'espoir. Parce que chaque voix compte. Parce que chaque histoire mérite d'être entendue. Merci de faire partie de cette aventure.